Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur la RTS. Voici les titres du 20h. 88 nouveaux forages, 68 châteaux d'eau finalisés. L'eau coule à flot dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Il y en avait peu ou pas du tout et c'est grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Dans la rubrique et la série santé, nous parlons ce soir des problèmes bucco-dentaires chez les élèves, des badianougors et dispensateurs de soins à domicile, mais aussi des rendez-vous médicaux. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle devant Hillary Clinton. Dans ce journal, des réactions chez nous et celles des réactions aussi des dirigeants du monde. Et puis nous aurons comme invité le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Sosefal, directeur régional de l'OMS pour la sécurité sanitaire et les situations d'urgence pour l'Afrique. Avec lui, nous allons parler de la rencontre sous-régionale qui se tient depuis hier à Dakar sur le concept One Health ou une seule santé. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, mais avant tout, nous parlons donc de la restitution cet après-midi à Diamniadio des travaux du groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal. Une rencontre qui s'est tenue en présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président Macky Sall. Les secteurs privés des deux pays se sont engagés pour une responsabilité conjointe dans la nouvelle dynamique de coopération déclinée par les autorités Aboubakry Kane. Le Centre international de conférence Abdou Diouf abrite le dernier acte de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Dakar. Une rencontre qui consacre la restitution des travaux du groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal. Les échanges entre les secteurs privés des deux pays ont ainsi fait l'objet d'un compte rendu devant Sa Majesté et son Excellence. Des travaux qui ont abouti à d'importants projets communs pour des investissements croisés. Vous nous avez invités à nous unir davantage et à établir durablement un partenariat d'affaires gagnant-gagnant. Nous vous confirmons que nous sommes engagés à bâtir cette convergence d'intérêts indispensable entre privés sénégalais et privés marocains. Les autorités des deux pays ont toujours invité les secteurs privés à plus d'engagement et de responsabilités conjointes dans le développement socio-économique de leur peuple. Les secteurs privés marocains et sénégalais souhaitent ainsi aller plus loin et plus vite. Cet esprit de jeter des ponts économiques communs est plus que jamais vivace. Nous avons à cœur de faire de la coopération économique le moteur d'une croissance partagée, inclusive, mais également le socle de l'émergence d'une économie sociale, soutenue par les entreprises. Des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d'emplois locaux, mais également socialement responsables. La qualité des relations entre le Sénégal et le Maroc est déjà exceptionnelle. Il s'agit à travers le GIE de promouvoir une nouvelle dynamique de coopération économique et de partenariats d'affaires entre les secteurs privés. Une solidarité agissante et une complémentarité pour impulser un développement à la base. 9 recommandations sont sorties des travaux de ce groupe d'impulsion économique. Le rapport souligne une volonté des secteurs privés marocains et sénégalais à aller plus loin dans les échanges et projets de partenariat. La présidente du patronat marocain décline ici ces recommandations. Aboubakry Kane. Le groupe a élaboré un ensemble de recommandations que nous soumettons à votre bienveillante appréciation. Nous avons à cœur de faire de la coopération économique le moteur d'une croissance partagée, inclusive, mais également le socle de l'émergence d'une économie sociale, soutenue par les entreprises. Des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d'emplois locaux, mais également socialement responsables. Majesté, Excellence, permettez-moi de vous exposer ces recommandations. Premièrement, améliorer la gouvernance du GIE. Nous visons une plus grande efficacité à travers la reconfiguration des groupes de travail, la création d'une cellule d'intelligence économique et une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés. Deuxièmement, mettre en place une bourse du transport et de la logistique. Elle permettra d'informer sur les offres de capacité en camions et conteneurs, optimiser les retours à vide et par conséquent augmenter les flux tout en réduisant les coûts de transport. Troisièmement, faire converger les normes. Pour faciliter les échanges, nous proposons de travailler sur
l'harmonisation des normes sanitaires, la levée des obstacles techniques au commerce, les OTC, et la labellisation réciproque de nos laboratoires. Quatrièmement, structurer le développement des flux touristiques. Et nous proposons en ce sens l'ouverture de bureaux de représentation réciproque des structures de promotion du tourisme, la création d'une synergie à travers des packages touristiques englobant les deux pays. Cinquièmement, activer la réciprocité des flux d'investissement en mettant en place des outils d'information pour favoriser les investissements privés du Sénégal vers le Maroc. Identifier les domaines pouvant donner lieu à des joint ventures, mais également à des partenariats croisés. Sixièmement, développer le capital humain local. Il s'agit de renforcer et systématiser le recours à l'expertise et aux ressources humaines locales pour accompagner le développement de bureaux d'études et d'assistance technique dans leur internationalisation. Septièmement, instaurer un cadre favorisant le développement de l'économie sociale. Nous proposons l'organisation d'un salon annuel qui permettrait l'échange et le partage des best practices en matière d'économie sociale et solidaire et d'artisanat, et en particulier d'activités génératrices de revenus et d'emplois. L'Initiative nationale de développement humain, l'INDH, et le Programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, constitueraient les premiers domaines de ces échanges. Huitièmement, améliorer l'accès à l'information financière. Nous estimons que l'acquisition d'actifs financiers par des particuliers sur les deux marchés de capitaux viendrait soutenir l'investissement industriel. Un cadre d'échange entre établissements financiers devra être mis en place. Enfin, la dernière recommandation du GIE est un appel. Un appel à œuvrer pour la signature d'un accord commercial Maroc-CEDEAO. Nos deux pays, hubs économiques régionaux, devraient unir leurs efforts et faire un lobbying commun pour la mise en œuvre de cet accord qui nous permettrait d'élargir les perspectives de co-investissement maroco-sénégalais. C'était donc la présidente du patronat marocain qui parlait donc de ces 9 recommandations sorties des travaux du groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc. Des conventions de partenariat et des protocoles d'accord ont été signés. Elles concernent la promotion touristique, le partage de bonnes pratiques et des solutions logistiques qui permettraient au Sénégal d'aller sur les marchés africains et européens. Un centre de compétences numériques a aussi fait l'objet d'une convention de partenariat. Aboubakry Kane. Un bilan d'étape de la coopération économique, une feuille de route et des investissements croisés. 3 conventions de partenariat et un protocole d'accord viennent ainsi renforcer le dynamisme des relations entre le Maroc et le Sénégal. La première convention est relative aux actions communes de promotion et de développement touristique entre l'Office national marocain du tourisme et l'Agence sénégalaise de promotion touristique. La signature de cette convention nous permet donc de développer nos flux touristiques, de faire connaître davantage la destination, de faire connaître davantage également les différents produits touristiques que nous avons. Nous allons participer vice-versa donc à tous les événements qui seront organisés dans le domaine du tourisme et de la culture. Un partenariat est aussi en vue pour la création d'un salon tournant de l'économie sociale et solidaire et de l'artisanat. Ici, il est question d'un partage des bonnes pratiques de l'Initiative nationale de développement humain et le PUDC. Cette convention a en fait une multiple dimension, dont l'organisation d'un forum qui intégrerait un salon tournant entre nos deux pays pour promouvoir toute la production de biens et services issus de ce secteur dynamique qui est l'économie sociale et solidaire. Ce secteur a l'avantage d'être un secteur d'inclusion économique et sociale où les populations mettent énormément d'énergie et ont besoin d'un petit coup de pouce pour que leur effort, leur travail soit visible et mieux mis en marché et connu du grand public. Ce salon comportera également une dimension institutionnelle et une dimension scientifique sur tous les besoins d'accompagnement en matière de financement, de formation, sur les technologies de l'information et de la communication qu'on peut utiliser pour donner encore une visibilité mondiale à tous les produits de ce secteur.
La troisième convention est relative à un partenariat pour la création au Sénégal d'un centre de compétences numériques. Le groupe logistique marocain La Voie Express et la société sénégalaise Texte Courrier s'engagent également à créer une joint venture. Ensemble, nous avons signé une convention de joint venture pour exploiter, pour redynamiser le partenariat entre le Maroc et le Sénégal à partir du hub que nous allons installer à Dakar pour l'Afrique, à partir de Dakar pour s'ouvrir vers l'Afrique de l'Ouest. Nous estimons qu'aujourd'hui les entreprises africaines, je dis bien africaines, pas uniquement sénégalaises, au niveau africain, ont besoin d'une meilleure compétitivité. Donc il faut accélérer les flux de marchandises, donc avoir des livraisons beaucoup plus rapides, en J+1 c'est le lendemain, faire du stockage de marchandises dans un entrepôt logistique, offrir des solutions logistiques aux entreprises sénégalaises pour améliorer leur coût logistique et en fait améliorer leur productivité. Aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal est une excellente et une formidable plateforme et un hub pour aller vers la sous-région et d'autres pays d'Afrique. Ces différentes conventions entrent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques déclinées par les autorités des deux pays. Elles témoignent de leur volonté d'approfondir davantage leurs relations économiques. Je vous l'annonçais dans les titres, l'eau coule à flot maintenant dans plusieurs localités de l'intérieur du pays qui n'en avaient pas assez ou pas du tout. Grâce au PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, 88 nouveaux forages sont déjà réceptionnés et 68 châteaux d'eau ont été finalisés. C'est un reportage de Amadou Mbaylou. Quand l'eau jaillit de cette manière, avec toute la force qu'on lui connaît, elle ne peut qu'inonder de satisfaction le cœur de ceux qui en bénéficient. Par contre, pour ceux qui en manquent, cela ressemble simplement à du gaspillage. Pourtant, de l'avis des spécialistes en la matière, cette manière de procéder, de laisser cette eau se déverser inutilement, pourrait-on dire, est une action inévitable quand on veut mettre en service un nouveau forage. C'est là pour éviter des désagréments qui pourraient plus tard survenir dans l'alimentation en eau des populations. C'est une réflexion qu'on nous fait souvent. Pourquoi, surtout dans des zones où le problème de l'eau se pose en termes de rareté, en fait, ce que vous voyez là, cette eau qui coule, c'est des tests qu'on est en train de faire. Parce que quand on dit qu'on réceptionne le forage, on procède à des tests qui permettent d'abord de fixer le débit, d'une part, mais aussi pour voir comment est-ce que la nappe se comporte, quelles sont les caractéristiques de cette nappe. Donc cette eau qu'on est en train de pomper, c'est un pompage de 12 heures de temps qu'on doit faire pour voir comment est-ce que la nappe se comporte de manière générale. Donc ce n'est pas du gâchis. Pour les populations, pour le profane, comme vous dites, ça peut être un gâchis, mais pour nous autres techniciens, ça rentre dans le cadre normal des choses. C'est comme ça que nous pouvons tester le forage que nous avons réalisé. La scène se passe à Ndialba 1 dans la région de Louga. La réalisation du forage et la concrétisation d'une promesse faite par le président de la République au calife de Mbacké Kadior, une localité qui bénéficie déjà d'un forage, mais dont l'eau est de plus en plus salée et saumâtre. Le dignitaire mouride, ayant appris que dans le secteur de Ndialba 1, on pouvait accéder à de l'eau douce, avait alors demandé au président Macky Sall de lui faire cette réalisation pour alimenter Mbacké Kadior et d'autres villages voisins en eau potable. C'est ce qui explique du reste la présence massive des habitants du village aux côtés du maire de Mbacké Kadior pour manifester leur reconnaissance au chef de l'État et au programme d'urgence pour le développement communautaire. En fait, le PUDC a été mis en œuvre, il faut le rappeler, dans le but de satisfaire la demande sociale croissante afin de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base. C'est ainsi qu'en matière d'hydraulique, sur l'étendue du territoire national, le bilan du PUDC est de 157 forages et 70 châteaux d'eau. Un bilan qui a fait dire au chef de l'État que le Sénégal n'a jamais travaillé à ce rythme. À Fass, Kër El Hadj Katim, dans la région de Kaolack, village fondé en 1955. Les villageois ont tourné définitivement la page du puits qui leur servait principalement de source d'approvisionnement en eau, car depuis le 13 août 2016, ils ont étrenné le forage. Dans ce foyer d'enseignement coranique, les représentants des populations, chefs de village, imams et autres notabilités coutumières ont tenu à manifester devant les responsables du PUDC toute leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Ces porte-paroles des villageois ont été d'autant plus satisfaits lorsqu'ils ont appris
que leur ouvrage avait été conçu pour être plus tard redimensionné et alimenter d'autres villages environnants comme ils l'avaient souhaité dans leur doléance. En effet, dans sa démarche en matière d'hydraulique, le programme d'urgence de développement communautaire a mis en place un système d'alimentation qui ravitaille plusieurs villages à la fois, dont certains sont même à une quinzaine de kilomètres du site du château d'eau. Un système d'alimentation en eau multivillages. Donc, c'est un forage qu'on réalise. On réalise le forage, on l'équipe, il alimente un château d'eau et ce château d'eau alimente une multitude de villages selon un rayon hydraulique possible. Je donne un exemple très simple. On a eu à visiter un système dans le Kaffrine. Donc, on a vu que sur un rayon de 15 km, on parvenait à alimenter les villages. Donc, un système multivillage, donc c'est une infrastructure hydraulique composée d'un forage, d'un château d'eau et d'ouvrages de distribution, avec en bout de réseau, soit des bornes fontaines ou bien des abreuvoirs. Des bornes fontaines pour les populations, des abreuvoirs pour le bétail. Pire Ndawen est une localité qui bénéficie de ce système d'alimentation en eau multivillage. Pour nan, man dama dem bu mujj gi benn bidon ndox la ala ñaani tay ko bu ñu reeree ma tay ko sama peggalal bi sama xale yëpp ku reer ñëw naan billaay wallaay tallaay ku reer ñëw naan comme ndoxam sam-sam taaj bidon bi sama peggal duñ ko yàq waaw ku reer ñëw naan dem waaw sango moom xalaatuñ ko waaw sama kër seen naa fi semaine boo xam ne am na bés boo xam ne toog nañ ba xaaj guddi mënuñoo reer amul luñ siimi billaay wallaay tallaay. Sur l'hydraulique rurale, où quand même il faut le dire, nous sommes beaucoup plus avancés parce que nous avions des études détaillées avant de commencer le programme. Aujourd'hui, nous sommes à plus que la moitié de l'objectif. La plupart de ces ouvrages sont déjà fonctionnels. Nous avons déjà mis en service une bonne partie de ces ouvrages hydrauliques en relation avec l'Office des forages hydro qui est chargé de gérer le patrimoine. Enfin, signalons que le programme hydraulique du PUDC couvre pour l'instant les régions de Matam, Louga, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda et Kédougou, où l'urgence des besoins se faisait le plus sentir. Voilà, reportage sur les réalisations du PUDC signé Amadou Mbaïloum qui va nous revenir demain pour un nouveau jet. La mairie, le maire de la commune de Kerbaka dans la région de Kaolack a distribué un lot d'équipements d'allègement des travaux des femmes dans le cadre du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. L'objectif est de soulager les femmes rurales. Les récipiendaires ont exprimé leur entière satisfaction. Claire Diop. Cérémonie de réception de 11 équipements d'allègement des travaux des femmes à Kerbaka, à quelques kilomètres de Kaolack. La commune polarise 60 villages avec 2 hameaux pour une population estimée à plus de 25 000 habitants. Ce matériel est octroyé par le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Son ambition, améliorer les conditions de vie, notamment celles des femmes dans le monde rural. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les machines pour l'allègement des tâches ménagères au niveau de notre commune. Il y a 18 autres machines qui vont venir s'ajouter à ces 11. Donc c'est le PUDC lui-même qui a mis à notre disposition les machines et la liste des villages bénéficiaires. Donc c'est vraiment un soulagement très important pour les populations de la commune de Kerbaka. Pour l'occasion, les femmes de la commune se sont mobilisées. Bordereau de livraison en main, l'équipement est transporté à bord de charrettes, direction les villages destinataires. L'impact est inestimable pour les femmes parce que la femme en milieu rural a plusieurs fonctions. Ça veut dire que si on trouve un moyen de lui diminuer ses tâches multiples, ces femmes, en tout cas, elles sont à féliciter, elles sont très courageuses. Vraiment, c'est un soulagement très important pour les populations et pour ces femmes-là. L'acquisition de ce matériel, une aubaine pour les bénéficiaires, et ce, pour plusieurs raisons. Je ne peux pas parler tellement je suis contente. La machine va nous soulager. On n'aura plus à piler le mil et perdre ainsi beaucoup de temps et d'énergie. Nous de Kerlimbe,
sommes tous contents. Nos femmes étaient lessivées à force de piller le mil. Cela fait plus de 40 ans, je suis chef de village et on n'a jamais eu de machine. Il y a désormais un changement dans notre vie. Nous faisons beaucoup d'activités génératrices de revenus parce que nous avons plus de temps. Nous sommes très satisfaites. Je ne parle pas pour moi, mais pour nos filles qui vont à l'école. Elles ne vont plus avoir de difficultés car on ne va plus leur dire de piler pour nous le mil. Je vais personnellement faire ça avec la machine. Il est aussi prévu la livraison de 18 autres équipements à la commune de Kerbaka. Dans chaque village, un abri est construit. Un comité de gestion est aussi installé pour assurer l'entretien et la maintenance de la machine pour sa durabilité. Les préparatifs du Grand Magal de Touba, un important travail d'extension du réseau de production et de distribution d'eau potable et abattue. En visite sur le terrain, le secrétaire d'État à l'hydraulique assure que les travaux permettront de ravitailler 3 500 000 personnes. C'est un reportage signé Abdoulaye Sinkare. À quelques jours du Grand Magal, Touba s'apprête à accueillir des milliers de fidèles venus de partout. Pour que l'eau soit disponible et à suffisance, des équipes sont à pied d'œuvre depuis plus d'1 mois pour une remise en état des capacités de production et de distribution. Sur le terrain, le secrétaire d'État à l'hydraulique apprécie le travail abattu. Nous avons procédé à l'entretien de tous les ouvrages existants ainsi que les réseaux. Près de 200 fuites ont été détectées et réparées. Et cette année, nous nous attendons à un débit additionnel par rapport à l'année passée. Et combien? Parce qu'un nouveau forage a été mis en service qui va certainement accroître la production de 4 000 m3 jour. Ensuite, nous avons également des réserves qui existent de 6 000 au niveau des réservoirs et on va mettre des surpresseurs pour juguler la pointe du Magal. Pour une bonne distribution, toutes les dispositions ont été prises avec 45 km d'extension de réseau et 120 camions-citernes mobilisés. Cette année, nous nous attendons à un débit additionnel par rapport à l'année passée. Et combien? Parce qu'un nouveau forage a été mis en service qui va certainement accroître la production de 4 000 m3 jour. C'est dire que nous avons pris les dispositions pour essayer de maintenir déjà l'existant, mais aussi d'améliorer et toucher les quartiers qui n'ont pas eu de réseau, mais également satisfaire la demande additionnelle qui émane de surplus de population de Magal à l'autre. On sait que la finance augmente d'une année à l'autre. La ville également augmente en extension. Avant de quitter Touba, Diène Farbassar et sa délégation ont rendu visite au porte-parole du Khalife général des Mourides. Serigne Bass Abdou Khadre a magnifié l'effort de l'État pour un bon déroulement du Magal. L'accès à l'eau et à une eau de qualité sera bientôt une réalité dans le monde rural avec l'ambitieux programme en cours d'exécution. Invité de l'émission Le Point, Lassana Sakho, directeur général de l'OFOR, passe en revue la politique hydraulique de l'État pour le monde rural. Nous l'écoutons. Il faut qu'on arrive à deux choses. Que la vision de l'OFOR, un foyer, un point d'eau potable, soit une réalité, mais surtout qu'on ne parle plus d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale. On parle de l'hydraulique tout court. Tout simplement. Les Sénégalais sont tous égaux en droit et en devoir, naturellement. Et je pense qu'il faut qu'on se batte pour que cette politique soit une réalité. Vous savez, quand le président de la République faisait sa campagne électorale, il a fait le tour du Sénégal. Il était au contact du monde rural. Et il y avait 3 problématiques. 3. Lesquelles? La première, les populations disaient nous voulons de l'eau. La deuxième, ils disaient nous voulons de l'eau. Après seulement, ils ont dit nous voulons maintenant l'électricité. Et je pense que c'est ça qui a été le prélude à la mise en place de tous ces programmes ambitieux. 251 forages que nous allons faire sur une durée d'1 an et demi, 120 forages du PUDC, les autres programmes qui viennent. Je reste persuadé que cette promesse qui a été donnée aux Sénégalais de leur permettre d'avoir de l'eau potable va être réalisée dans les délais requis sur lesquels nous nous sommes engagés. Oui, mais une chose est de mettre en place des foyers d'eau
Mais une autre est de raccorder ces populations, puisque quand on habite dans une zone où on a un problème de piste pour accéder au foyer de l'eau, ça pose problème. C'est quoi, vous, votre politique en matière de raccordement de tous ces villages ou bien de toutes ces maisons qui sont quand même, qui n'ont pas les moyens toujours de se faire tirer l'eau du foyer à la maison? Je suis d'accord avec vous, vous avez posé les bonnes questions. Oui. Je vous ai dit la vision de l'OFOR, un foyer, un point d'eau potable, le point d'eau rapproché aux populations. Aujourd'hui, avec tous ces programmes, qu'est-ce que nous allons régler? Nous allons régler le problème de la production. Mais après la production, ce qu'il faut faire, c'est aller beaucoup plus loin et régler le problème d'accès, la proximité du point d'eau avec les populations. Le point avec Lassana Gagny-Sakho, directeur général de l'OFOR, à suivre après ce journal. Il revient dans cet entretien avec Ousmane Gari Faye sur la politique hydraulique en milieu rural, avec un point spécifique sur Touba à quelques jours du Grand Magal. Signature de convention entre l'Agence de l'informatique de l'État et la Direction générale des douanes, un accord de partenariat qui devrait permettre la numérisation des procédures douanières, mais également l'amélioration de l'environnement des affaires. Philomène Constance Diagne. C'est dans l'optique de généraliser l'utilisation de l'outil informatique que s'inscrivent ces signatures de convention. Les deux structures se prêtent main forte pour une modernisation des services douaniers et une économie plus saine. Parce que le chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est la généralisation de l'utilisation de l'informatique à travers le Sénégal, dans tous les postes, bureaux et brigades de douane. En tout cas, partout où vous alliez, que toutes nos procédures soient informatisées. Parce que si vous informatisez, vous gagnez du temps. Si vous informatisez, vous gagnez l'informatisation. Son impact, c'est toujours d'améliorer les recettes. C'est toujours d'améliorer les recettes, c'est toujours d'apporter plus de célérité et de fluidité dans le traitement des opérations. Et ça permet quand même aux opérateurs d'aller très vite. Et il y a aussi une démocratisation dans l'utilisation de nos procédures. De l'hébergement de données à la formation, en passant par la mise en place d'une interconnexion et d'un appui technique, aucun effort ne sera ménagé par l'ADIE pour soutenir les projets de numérisation de la douane. Nous allons accompagner systématiquement dans tous les projets informatiques, donc la douane, à travers la mise en place de leur système d'information, à travers la construction d'un nouveau data center exclusivement dédié à la douane, mais également à travers tous ces projets informatiques qui sont en cours de réalisation ici à la douane. Et je pense que véritablement c'est une administration aujourd'hui qui va faire figure de référence, que ce soit ici au Sénégal, mais également dans la sous-région. Et nous comptons accompagner ce processus et cette forte détermination des managers de la douane. Au-delà d'une bonne gestion des recettes douanières, ce partenariat devrait renforcer la lutte contre la fraude, surtout au niveau des frontières. Le Bureau international du travail fête son centenaire en 2019. Le Sénégal s'engage dans la réflexion avec une rencontre sur le thème à l'initiative du centenaire sur l'avenir du travail. Différentes organisations syndicales et patronales ont pris part à ce rendez-vous présidé par le ministre du Travail, Abasso. En organisant en 2019 le centenaire de l'OIT, Organisation internationale du travail, des questions d'orientation planent déjà sur les travailleurs et sur d'autres organisations dans un contexte assez particulier d'accords et de concertation tripartite. Le tripartisme et l'action normative de l'OIT constituent la voie indiquée pour réaliser les progrès économiques de paix dans le monde. Plusieurs instruments internationaux balisent la voie vers le travail décent et prennent en compte les aspirations des travailleurs et à un mieux-être dans une société solidaire où règne la paix et l'harmonie sociale. Le monde du travail, Monsieur le ministre, traverse un processus de changement majeur, qu'il s'agisse de démographie, de technologie, de changement climatique très actuel, on parle à Marrakech aujourd'hui, et du caractère évolutif de la production et de l'emploi, plusieurs forces sont en œuvre. Et je pense pour le comprendre et répondre efficacement à ces nouveaux défis, le directeur général de l'OIT a lancé cette initiative. Par la possibilité qu'elle nous offre à travers des réflexions, de scruter les opportunités du futur, de cerner les défis de demain et par conséquent d'éclairer les décisions d'aujourd'hui, l'initiative sur l'avenir du travail
constitue un socle sur lequel il serait judicieux de s'appuyer pour l'atteinte de tous les objectifs liés aux 6 autres initiatives. Comme vous le savez, l'initiative sur l'avenir du travail est au centre des activités organisées par l'OIT pour célébrer en 2019 ses 100 ans d'existence au service de la justice sociale dans le monde. L'initiative du centenaire sur l'avenir du travail, thème de ces 100 ans d'existence, le document d'orientation du dialogue national, intègre le dialogue, la concertation et l'inclusion pour un meilleur avenir du travailleur. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires de cet événement majeur que tous les États membres sont invités à animer au niveau national avec tous les acteurs sociaux tripartites. L'organisation du dialogue national tripartite offrira ainsi aux partenaires sociaux l'occasion de revisiter les relations de coopération technique et de collaboration entretenues jusqu'ici avec l'OIT, mais également de faire un diagnostic exhaustif et sans complaisance de la situation des relations professionnelles et des défis majeurs qui interpellent le monde du travail. Cette rencontre a réuni plusieurs autorités connues du patronat, des centrales syndicales et autres organisations de travailleurs. L'objectif est de réussir le pari de l'organisation du centenaire du BIT. Une seule santé, c'est le concept One Health. Il est aujourd'hui admis que la santé humaine est menacée par des maladies transmises par des animaux. Parmi celles-ci, Ebola, la grippe aviaire ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Près de 20 pays africains sont au Sénégal pour discuter de la mise en œuvre du concept One Health qui nécessite une intégration de l'action des différents acteurs. Oumar Diaw. Le 3 novembre dernier, le monde célébrait pour la première fois la journée mondiale du One Health, une seule santé. Moins d'une semaine après cette date repère, 17 pays se retrouvent au Sénégal pour avancer dans le projet. Le présent atelier se déroule dans un environnement d'urgence sanitaire, caractérisé par l'épidémie en cours de la fièvre de la vallée du Rift qui a causé d'importantes mortalités humaines et animales au Niger. Si la fièvre de la vallée du Rift a migré de son berceau est-africain pour toucher des régions plus à l'ouest, elle va y trouver un autre migrant venu d'Afrique centrale, Ebola. Et puis, depuis 2015, il y a le retour de la grippe aviaire. La maladie a déjà affecté 7 pays, bientôt depuis 2 ans, avec des centaines de milliers de mortalités de volailles, mettant en péril la filière avicole, des milliers d'emplois et induisant des risques réels sur l'alimentation, la nutrition et malheureusement la santé humaine. Les maladies transmissibles à l'homme par les animaux sont les zoonoses. Elles constituent des menaces de santé publique en Afrique où des changements multiformes sont en train de s'opérer. La croissance de la population, les mouvements migratoires et la dégradation de l'environnement ont transformé le milieu de cohabitation des populations humaines et animales d'une manière qui influence grandement la tendance à l'émergence des maladies infectieuses et non infectieuses et la transmission de l'animal à l'homme. Face aux différentes menaces, le danger viendrait d'une déconnexion des secteurs de la santé humaine et de la santé animale. Le partenariat entre santé humaine, santé animale et environnement est nécessaire pour apporter des réponses synergiques et les plus efficaces possibles contre les menaces d'épidémies liées aux zoonoses, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou même délibérées. Cette démarche qui vise à conjuguer les efforts est le fondement du concept One Health. L'approche Une seule santé est une approche intégrée de la santé humaine, de la santé animale, mais qui prend en compte les interactions entre les humains, les animaux et leurs divers environnements. L'intégration concerne les acteurs de l'agriculture au sens large, de la médecine vétérinaire et de celle humaine. Cette réunion technique prépare la réunion ministérielle qui sera présidée par le Premier ministre vendredi prochain. Pour aller plus loin sur la question, nous avons sur le plateau le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Socéfal, c'est le directeur régional de l'OMS pour la sécurité sanitaire et la situation d'urgence pour l'Afrique. Bonsoir, M. Fall. Bonsoir, M. Traoré.
Alors, nous avons vu donc ce sujet sur cette rencontre qui vous réunit ici à Dakar, cette rencontre sous-régionale, donc sur ce concept de One Health ou une seule santé. Comment vous allez l'expliquer donc à ceux qui ne comprennent peut-être pas bien le terme? Merci beaucoup. De façon simple, le concept One Health permet de mettre ensemble les acteurs qui travaillent dans la santé publique humaine, les acteurs de la santé animale et le secteur de l'environnement. Parce que nous avons constaté que la plupart des épidémies ont pour origine le secteur animal. Et il est important que ce secteur travaille ensemble pour pouvoir prévenir ce genre d'épidémie, éviter des situations telles que l'épidémie de maladie à virus Ebola. D'accord. Aujourd'hui, donc, on a parlé de nombreux défis. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces défis-là à relever? Donc, les défis sont importants parce que quand on parle d'épidémie, il faut avoir en place des systèmes qui permettent donc de faire de la prédiction, donc d'anticiper sur ces épidémies, de pouvoir les prévenir, mais aussi de pouvoir les détecter quand elles surviennent et y répondre de façon efficace, de façon multisectorielle. L'un des défi majeur, c'est que la plupart des secteurs travaillent en silo. Donc, il n'y a pas cette concertation qu'il faut avoir en amont pour pouvoir anticiper sur ce genre de problème. Ils ont des budgets cloisonnés, ils ont des politiques cloisonnées et nous travaillons pour avoir une plateforme donc beaucoup plus intégrée pour permettre à ce secteur de travailler ensemble et d'agir de façon efficace. À côté des épidémies aussi, nous avons le problème de la résistance aux antimicrobiens comme les antibiotiques. Parce que dans le secteur animal aussi, ils utilisent beaucoup d'antibiotiques et en consommant des produits d'origine animale tels que la viande et le lait, nous consommons quelquefois des antibiotiques sans nous en rendre compte. Donc il est important que nous travaillions ensemble pour prévenir la résistance aux antimicrobiens parce que si on évolue encore dans ce sens, même des infections les plus simples ne pourront pas être traitées avec les antibiotiques que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est la première fois aussi que vous tenez une rencontre pareille ici au Sénégal. L'épidémie Ebola n'est peut-être pas étrangère à ce choix. Ça a été un facteur déclenchant donc, pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'avec l'ampleur de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts, tous les pays sont conscients aujourd'hui sur la nécessité de renforcer les capacités. Donc, en lien avec le règlement sanitaire international, qui est un traité contraignant pour l'ensemble des pays. Mais nous avons vu que les capacités des pays sont encore faibles pour pouvoir prévenir, détecter et répondre à ce genre d'épidémie. Donc, mais le concept One Health existait déjà avant l'épidémie d'Ebola. Mais c'est avec l'épidémie d'Ebola, l'impact que ça a eu sur le plan socio-économique, sur le plan sanitaire en Afrique de l'Ouest, qu'on a eu beaucoup plus d'engagement de la part des partenaires, mais aussi des pays pour faire avancer le concept One Health. Et vous avez parlé tantôt de ces moyens qu'il faut, donc, et que nos pays en sont peut-être assez dépourvus. Ça va peut-être les aider dans ce sens. En parlant de concept One Health, nous sommes dans le domaine de la sécurité sanitaire. Et je dis souvent, la sécurité sanitaire, c'est comme la sécurité nationale. On ne doit pas attendre à ce que des partenaires extérieurs viennent assurer notre sécurité nationale. De la même façon, le pays doit s'engager et mettre en place un minimum de moyens pour pouvoir prévenir ce genre d'épidémie. Les partenaires vont venir en appui, mais il est important que l'engagement vienne d'abord du pays en termes de mobilisation politique, mais en termes de mobilisation aussi des ressources financières nationales. Et avec ce concept, vous mettez beaucoup l'accent sur l'aspect collaboration. Alors, qu'est-ce que nos pays doivent faire pour être plus efficaces? Donc, aujourd'hui, en parlant de collaboration entre les différents secteurs, nous voulons que les pays puissent avoir des plans de préparation et de réponse à ce genre de risques intégrés, qui prennent en compte les différents secteurs avec une coordination intersectorielle efficace, en mettant en commun aussi les moyens, les experts qui travaillent ensemble et une feuille de route pour la mise en œuvre de ces plans. Il est important aussi que même au-delà des épidémies, que ce secteur puisse travailler ensemble pour faire des études de simulation, tester les capacités de détection et de réponse à ce genre de risques. Alors, médecin lieutenant-colonel Ibrahima Sossefa, je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes le directeur régional de l'OMS pour la sécurité sanitaire et la situation d'urgence pour l'Afrique. Vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un forum sous-régional qui se poursuit. Le forum se poursuit et donc nous avons la réunion des experts qui a commencé hier, qui va durer 3 jours. Et vendredi, nous aurons la rencontre ministérielle qui regroupe une quarantaine de ministres donc, du secteur de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Et cette rencontre sera présidée par M. le Premier ministre du Sénégal.
Voilà, donc c'est une rencontre sous-régionale sur le concept de One Health ou une seule santé. Nous poursuivons ce journal. Hier, nous vous parlions des acteurs communautaires de santé et leur rôle dans la gestion au quotidien de la santé des populations rurales. Ce soir, nous allons à la rencontre de deux acteurs, une Badianougor et un dispensateur de soins à domicile. Chacun d'entre eux est couronné meilleur de la région de Thiès. Leur palmarès et leurs contraintes dans ce sujet de Mamadou Samambo. Fin de journée au quartier gare de Thiénaba. La Badianougor, marraine du quartier, fait la course contre le soleil couchant. Elle va à la rencontre d'une grand-mère dont la belle-fille a un nourrisson de quelques semaines. Et pourquoi la belle-mère? Parce que tout simplement, les grand-mères ont tendance à vouloir donner de l'eau au bébé par tradition ou affection. Il faut les sensibiliser afin que l'AME soit respectée par toute la famille. Nogay Sow est récemment couronné meilleur Badianougor de la région de Thiès. Son engagement aux côtés du personnel du poste de Thiénaba a beaucoup aidé à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. C'est une récompense divine parce que vraiment, elle aime le métier, elle est sociale et vraiment, elle peut travailler n'importe où parce qu'elle est ouverte. Je fais du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes enceintes au sujet des visites prénatales jusqu'à l'accouchement. Et là, j'enchaîne avec l'allaitement maternel exclusif et le PEV. Plus loin, à l'est, à une vingtaine de kilomètres de Nogoy, dans la commune de Toubatoul, nous avons suivi un autre champion de la santé communautaire. Gorongom, meilleur acteur de soins à domicile de toute la région médicale. Il dispense dans cette cabane à soins à Kër Diomaye. Pour les fièvres, je fais le diagnostic avec ces instruments. Si le test est positif, je traite avec les ACT. S'il est négatif, je réfère au poste de Toubatoul. Gora fait également dans la sensibilisation et la promotion de la propreté. Les résultats sont frappants. À cette période de l'année, les villages sont généralement envahis par les mauvaises herbes. Mais à Kër Diomaye, ce n'est pas le cas. Tout vecteur de maladie est éliminé. Place du village et ruelle, maisons et toilettes, tout est propre. Les femmes font du set-setal en permanence. Je fais le tour des maisons pour constater et je supervise les opérations de nettoiement. Il aime et respecte son travail. Depuis qu'il exerce, les enfants sont plus en sécurité sanitaire. Et il est humble. Il réfère à chaque fois que le besoin. Sauf que nos lauréats ont 0 franc comme motivation. Tout comme l'offre de services de santé, leur volontariat souffre du manque d'équité du système sanitaire. Il y a les ruptures de médicaments. Ce sont nos portables qui nous servent de source de lumière car il n'y a pas d'électricité ici et si les batteries se déchargent, on ne peut plus communiquer. Ainsi, pendant l'hivernage, au moment où les autres sont dans les champs, nous, on s'occupe des malades sans contrepartie. Je fais 7 km à pied pour aller aux réunions de coordination à Toubatoul. Je ne peux pas me permettre d'aller me coucher le soir sans une carte de crédit. On me réveille souvent en pleine nuit et suis obligé de coordonner des interventions et me déplacer avec tout le risque. Telle est la situation des acteurs communautaires de santé. Le plan national stratégique de santé communautaire énumère des recommandations pour corriger cette anomalie. Mais ce n'est encore que des recommandations. Demain, nous vous proposons l'une des premières expériences de collaboration entre matrones praticiennes et structures de santé, toujours à Khombol. Les rendez-vous médicaux éloignés, on le constate dans le traitement de certaines pathologies où les patients sont consultés tous les trimestres ou semestres. Une initiative qui est en train d'être corrigée aujourd'hui par les autorités sanitaires. Elles ont décidé d'améliorer l'offre de soins dans les structures de santé Fantabachi. Des patients qui attendent des heures. Le scénario est quasi quotidien dans les structures de santé, notamment publiques. Les malades sont souvent nombreux à attendre un seul médecin pour un rendez-vous pris il y a plus d'un mois.
Les patients qui ont une pathologie peut-être plus ou moins sévère, eux, ils n'ont pas de rendez-vous éloigné, c'est-à-dire on les voit peut-être une fois dans le mois, 2 ou une fois dans le mois. Maintenant, les autres, par exemple, une hypertension artérielle stable, bien contrôlée sous traitement, il peut avoir effectivement des rendez-vous de 3 mois, voire même un peu plus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cardiologues au Sénégal, mais en termes de ratio, on a environ un cardiologue pour 160 000 habitants, certes qui est peu. Mais si vous prenez l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus développée que nous, qui a beaucoup plus de moyens que nous, là-bas c'est au moins un cardiologue pour 400 000 habitants. Dans le traitement de certaines pathologies, les rendez-vous peuvent aller jusqu'à 1 mois, 3, voire 6 mois. Normal, disent les spécialistes. En général, en cardiologie, si on donne des rendez-vous plus ou moins éloignés, parce qu'on dit plus ou moins éloignés, c'est en général les malades qui sont stables. Les malades qu'on suit régulièrement, chez qui on note qu'ils sont stables à plusieurs reprises. En ce moment, on peut leur donner un rendez-vous, pour eux peut-être éloigné, mais peut-être pas pour nous. Mais en sachant qu'on leur explique tout le temps qu'en cardio, il y a une consultation 24 heures sur 24. C'est souvent aux aurores qu'il y a beaucoup de monde. Mais au fil des heures, tout le monde finit par être consulté. La réforme hospitalière est passée par là. Les longues attentes sans être servies au bout du compte ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Mon dernier rendez-vous remonte à 3 mois. J'avais présenté les résultats de mes analyses au médecin qui a estimé que tout allait bien. À l'approche de la date, l'assistante ou même le docteur m'appelle pour confirmer ou pour reporter le rendez-vous. Je vais souvent à l'hôpital Fann pour soigner mes arthroses ou encore à Dalal Jamm. Mais la prise en charge est vraiment correcte, rien à déplorer. Mais en milieu rural, des efforts restent à faire. Pour soigner certaines affections graves, les malades sont encore obligés d'aller vers les principaux hôpitaux. Maintenant, la politique ici en matière de cardiologie, c'est de faire en sorte de former beaucoup plus de Sénégalais et d'essayer de les orienter dans les régions. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de régions actuellement au Sénégal qui sont couvertes du point de vue de la cardiologie. Mais le nombre, effectivement, reste encore insuffisant par rapport à la population. Mais on est beaucoup plus, disons, outillés par rapport à beaucoup de pays africains. Quand même. Récemment, les autorités se sont engagées à améliorer l'offre de services dans tout le Sénégal. Des initiatives comme la CMU, le plan Sésame et la gratuité de la césarienne sont autant de mesures qui placent aujourd'hui le patient au cœur des priorités. La rubrique santé s'intéresse aux problèmes bucco-dentaires chez les élèves. La carie dentaire vient en tête du fait des habitudes alimentaires à l'école. En effet, beaucoup d'élèves prennent des repas à l'école, ce qui rend l'hygiène bucco-dentaire difficile. Les précisions de Oumou Baldé. Les problèmes bucco-dentaires constituent le premier motif de consultation chez les élèves. Bon nombre d'entre eux prennent le petit déjeuner à l'école, sans oublier le grignotage. Du coup, la règle qui veut que l'on se brosse les dents après chaque repas est difficilement respectée. Conséquence, une fréquence des caries dentaires chez les élèves. Et les élèves viennent de partout. Ce sont des élèves du privé, du public et même des daara. Donc nous avons en moyenne 50 malades par jour. C'est un problème d'hygiène. Donc les aliments que nous mangeons, surtout le sucre, va transformer les aliments qui restent en bouche en acide et ça va trouer les dents. À ce problème s'ajoute celui lié à la consultation tardive. Ce qui fait que dans la plupart des situations, c'est l'extraction qui est la seule solution. Quand le patient commence à ressentir des douleurs, la carie elle est loin, elle s'est bien installée. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir le dentiste très tôt. À ce stade, le traitement est fait rapidement. Mais les gens ne viennent pas, c'est des antibiotiques, c'est des maladies, c'est de l'automédication. Donc on ne les voit pas, on les voit que quand la dent est complètement abîmée, quand il y a une grosse cellulite. Et on sera obligé d'extraire chez ces enfants des dents qui ont poussé en bouche à 6 ans. Ils vont les perdre à 12 ans. Et chaque fois, ça nous fait extrêmement mal. Pourtant, dans bien des cas, juste quelques mesures suffisent pour éviter les problèmes bucco-dentaires et leurs complications. Pour ce faire, l'implication des parents est nécessaire. Les enfants devraient prendre leur petit déjeuner à la maison
se brosser les dents avant d'aller à l'école. Et surtout se brosser les dents avant d'aller au lit. C'est important. Et ne pas penser que la carie dentaire ne s'arrête pas seulement à la dent. Il y a ce qu'on appelle les infections focales, parce que si on a une infection au niveau de la joue, ça va circuler sur tout l'organisme. Donc quand on voit une personne qui a une cellulite, vous touchez, il a une fièvre, donc il peut avoir d'autres pathologies. Il y a ce qu'on appelle l'endocardite oculaire, c'est une maladie dont le point de départ est la dent, la carie dentaire. De toute façon, nous disons qu'il faut aller voir le dentiste au moins une fois dans l'année. Même si on n'a pas mal, c'est ce qu'on appelle la visite systématique. Il faut aussi voir que celui qui n'a pas une brosse peut prendre un sochu. Le sochu est efficace. À part ça, je crois qu'il faut aussi utiliser des pâtes dentifrice fluorées, parce que le fluor renforce les mains. Donc les enfants en ont besoin. Le respect de ces conseils d'usage peut améliorer la santé bucco-dentaire chez les élèves. Ce qui est la mission première du cabinet dentaire de l'inspection médicale des écoles. Suite et fin de nos reportages consacrés à la journée des forces armées qui sera célébrée demain. Ces dernières années, le 12e bataillon s'est beaucoup investi dans le domaine de la protection de l'environnement. Des activités allant dans ce sens ont été menées pour améliorer le cadre de vie des soldats. Diana Badia nous plonge dans l'univers de ces djambars à la veille de la journée des forces armées, dont le thème porte cette année sur la contribution des forces armées dans la protection de l'environnement. Ici commence une nouvelle vie, celle de soldats. Le 12e bataillon d'instruction reçoit tous les 4 mois plus de 1000 jeunes venus de différentes contrées du Sénégal. Les recrues composées de filles et garçons bénéficient d'un enseignement qui prend en compte le respect de l'environnement. Un acte civique qui se matérialise par le reboisement et l'entretien des arbres ainsi que l'hygiène de la caserne. Ça devient un réflexe, un acte réflexionnel. Au réveil, le soldat regarde son environnement immédiat, le prend en compte, le nettoie et ensuite il vague à ses occupations. À la descente, la même chose, on reprend en compte l'environnement, on nettoie et pour rendre le camp beaucoup plus propre et agréable. Donc c'est un acte réflexe chez nous les militaires au niveau de ce centre d'instruction. La mise en place de bagues à ordures sur les allées principales et l'installation du renoir traduisent l'importance que les autorités militaires accordent à la protection de l'environnement. On a mis des poubelles pour permettre aux soldats de pouvoir ramasser les ordures et les mettre automatiquement au niveau de ces poubelles. Donc aussi tout ceci rentre également dans la protection de l'environnement que nous cessons de dire à nos soldats. On a installé des urinoirs pour éviter que le soldat très pressé ou bien la nuit ne puisse pisser au niveau aux abords immédiats des bâtiments. Depuis septembre 2016, le centre d'instruction s'est doté d'une cuisinière électrique mettant fin à l'usage du bois de chauffe. Une acquisition qui s'inscrit aussi dans une logique de protection de l'environnement. C'est tellement agréable de rentrer dans la cuisine, de voir les cuisiniers et les cuisinières travailler sans avoir la fumée. Et donc tout ceci, je pense que participe très agréablement au confort des utilisateurs ici au niveau de ce centre. Tous les endroits symboliques, le carré d'armes et le bois sacré sont verts et soigneusement entretenus par les soldats. Au bout de leur formation, ces derniers seront ventilés dans les corps militaires et paramilitaires et bien outillés dans la protection de l'environnement. Tout près de là, au Prytanée militaire aussi, l'environnement reste au cœur des préoccupations. Plusieurs activités allant dans le sens de l'éducation à l'environnement ont été menées, comme l'initiative Un élève, un arbre, Diana Badia. Le Prytanée militaire de Saint-Louis, une école d'excellence. L'établissement accueille chaque année une soixantaine d'élèves de différentes nationalités et de catégories sociales à l'issue d'un concours sélectif. Les enfants de troupe y passent une bonne partie de leur scolarité, de la 6e à la terminale. Le commandement de l'école profite de la vie d'internat pour leur inculquer de bons réflexes liés à l'environnement. Sensibiliser les enfants de troupe sur des slogans comme « nettoyer c'est bien, et ne pas salir c'est mieux ». Des slogans comme « un enfant de troupe, un arbre ». Il s'agit pour chaque élève de planter un arbre et d'assurer son suivi régulier durant toute sa scolarité, donc durant les 7 années. Au niveau du gouvernement scolaire, nous avons le club environnement
qui s'occupe essentiellement, dans ces missions, il y a le volet protection de l'environnement, donc le nettoyage au niveau de la berge, également le nettoyage du camp et du lycée. En dehors des heures d'études, les élèves arrosent les plantes et s'occupent de l'hygiène de l'établissement. Tous ces efforts risquent pourtant d'être compromis par le manque criard d'eau qui touche tout le camp des Montmargari. Au niveau de Bango, il y a un problème de fourniture d'eau. Cela est dû au fait que la population a augmenté et ce sont les mêmes installations qui sont là. Donc des pénuries d'eau, malgré des investissements qui ont été faits par la direction du génie, également par également nos partenaires, le problème est encore persistant. Je pense que les comptes rendus ont été faits à l'état-major. Les pensionnaires du Prytanée s'investissent dans la protection de l'environnement, normal pourrait-on dire, lorsqu'on sait que leur établissement est de plus en plus menacé par l'avancée des eaux du Djess. Les forces de défense et de sécurité contribuent à la régénération de la mangrove de Tobor. Aux côtés des populations, ils ont planté plusieurs arbres sur une superficie de 25 000 m². Une activité civilo-militaire qui entre dans le cadre de la célébration de la journée des forces armées. Moussa Mané. Pendant longtemps, la mangrove de Tobor avait subi une forte dégradation du fait des facteurs anthropiques, mais surtout des changements climatiques. Les conséquences sont multiples, avec la raréfaction des ressources halieutiques, la destruction de l'habitat pour le repos biologique et de reproduction de certaines espèces de poissons et d'oiseaux. Nous voulons montrer que nous ne luttons pas seulement contre la coupe de bois, mais nous plantons. Restaurer les écosystèmes dégradés, comme ce que nous sommes en train de faire, ça entre en droite ligne dans, en tout cas, le thème de cette année. Sans mangrove, les ressources halieutiques ne peuvent pas se reproduire, ne peuvent pas trouver d'habitat. C'est un écosystème qui revêt une importance sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan de la biodiversité. Classé aire marine protégée depuis plus d'1 an, cet écosystème a besoin d'une attention particulière. Pour sa régénération, militaires, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et population de Tobor jouent leur partition. Troquant la tenue avec les plants de mangrove, ils ont plongé les pieds dans l'eau pour montrer la voie à suivre. Ici, nous avons aujourd'hui la présence de l'armée, des eaux et forêts, de la gendarmerie, des sapeurs, de la police et de la population de Tobor. Et c'est pour dire que ce genre, n'est-ce pas, de lutte, ce défi, ne peut pas être relevé par une entité seule. Il faut donc que toutes les parties, n'est-ce pas, s'investissent pour que l'environnement soit vraiment protégé. Cette activité se tient en prélude à la journée des forces armées, dont le thème est contribution des forces armées dans la protection de l'environnement. Ici à Ziguinchor, cette contribution porte ses fruits, car depuis la mutualisation des efforts, la fréquence des coupes de bois a fortement baissé, des résultats salués par les autorités administratives. Il faut une sensibilisation au niveau de ces populations pour qu'elles sachent que ce que l'État fait avec ses services, c'est pour les premiers bénéficiaires, c'est les populations. Donc aujourd'hui, il ne doit pas suivre les petits montants qu'il gagne en coupant 1 euro par-là. À travers cet acte, les forces de défense et de sécurité de la région donnent corps à une recommandation, pour ne pas dire une directive du chef de l'État. C'est lui-même qui est à la tête de la croisade que nous menons contre la destruction de nos forêts. Avant cette activité, ces mêmes forces de défense et de sécurité ont sillonné les artères de la ville de Ziguinchor, au premier rang les autorités exécutives, militaires, paramilitaires, pour sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger l'environnement, mais surtout de montrer aux populations que le trafic de bois qui décime les forêts du Sud doit être l'affaire de tous. À travers cette marche sur kilomètres, ces djambars magnifient ainsi aux côtés des populations le concept armée-nation. La pêche illicite fait perdre à notre pays des dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Cette situation ne peut laisser indifférentes nos forces de défense et de sécurité. Avec des moyens adéquats, des patrouilles sont initiées pour préserver nos ressources halieutiques. Louis-Philippe Sagna. La protection des ressources halieutiques demeure une priorité pour l'État du Sénégal, avec de multiples problèmes environnementaux auxquels il convient de faire face. Ainsi, des missions de surveillance ont permis de contrôler à ce jour plus de 2300 navires. Les moyens dont nous disposons sont essentiellement les unités navales, donc les bateaux,
donc qui font de la lutte anti-pollution, qui font des missions d'information, qui servent également à transporter les techniciens de l'environnement sur les zones où il y a des pollutions suspectées. Et nous avons également ces unités qui font des prélèvements au niveau des zones suspectées, comme je l'ai dit tantôt, pour disons, faire des prélèvements au niveau des nappes et tout. Face à la dégradation de la biodiversité marine, des mesures ont été prises. En ce sens, la pêche illicite ou clandestine pose également des soucis. Dotée d'une section spéciale, la gendarmerie nationale a voulu jouer sa partition. Les moyens qui ont été mis à la disposition de la section de l'environnement sont essentiellement des moyens terrestres et maritimes qui leur permettent de se déplacer sur l'eau, donc de se rendre dans les zones protégées, mais également dans les zones où se commettent habituellement la pêche à l'explosif. Sur le territoire national, des brigades fluviales sont mises en place. Partout, c'est le même combat. Gendarmes et marins ne comptent laisser aucune place aux malfaiteurs. La protection de l'environnement est une priorité absolue. C'est donc les derniers jets de notre série consacrée donc à la journée des forces armées qui sera célébrée demain. Mais nous restons avec les militaires sénégalais qui font honneur à leur pays, à notre pays, avec une très bonne conduite sur le terrain. L'affirmation est du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, déclaration faite à l'issue d'une rencontre avec la presse sénégalaise. Avant cela, notre envoyé spécial Khali Seck avait recueilli les réactions de quelques ambassadeurs chefs de mission aux Nations Unies par rapport à la rencontre sur les menaces asymétriques. Cette rencontre sur les opérations de maintien de la paix face aux menaces asymétriques aura été sans conteste une des réflexions phares à laquelle le Sénégal a convié le Conseil de sécurité des Nations Unies durant sa présidence. Un thème d'une brûlante actualité salué à sa juste valeur par les différents participants. Well, Senegal has shown tremendous leadership. Le Sénégal a encore prouvé son leadership non contestable en mettant devant de la discussion une question aussi importante que les attaques asymétriques, surtout pour eux, les pays qui équipent les forces, qui les entraînent et les autres qui fournissent les forces comme le Sénégal. En mettant ça sur l'agenda, le Sénégal a encore prouvé que c'est un leader incontestable. Je trouve qu'on avait à travers cet exercice extrêmement réussi une illustration particulièrement forte de la vigueur, de la capacité d'innovation de la diplomatie sénégalaise, mais aussi, ce qui pour l'ambassadeur de France que je suis est important, un très bel exemple de partenariat main dans la main entre le Sénégal et la France. Je félicite la présidence sénégalaise pour cette initiative, c'est une très bonne idée. C'est un sujet qui est absolument un des plus importants pour nous qui travaillent aux Nations Unies. Ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de faire le point sur les trois P, comme on dit, sur la planification, les pledges, comme on dit en anglais, et puis la performance des troupes dans ces opérations. Le secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix et son collègue du département appui aux missions ont fait à la presse l'amabilité de bien la recevoir pour un briefing sur leurs missions respectives. Occasion de savoir pour s'en honorer que notre armée jouit d'une très haute estime auprès des Nations Unies. Les militaires sénégalais font honneur à leur pays. Ils sont de bons professionnels, solides, ils travaillent bien et ils ont d'une bonne conduite. Donc moi je suis ravi de ce précieux soutien que votre pays apporte à nos activités, qu'il s'agisse de la Centrafrique, du Mali, du Congo, du Darfour. Je crois que c'est un sans faute. Nous avons donc là une appréciation qui honore plus d'un que notre armée va considérer comme une invite à quintupler le professionnalisme dont elle fait montre. Parlons de la tournée africaine du ministre français des Affaires étrangères et du développement international.
Jean-Marc Ayrault se rendra en Guinée et au Sénégal du 10 au 12 novembre. À Dakar, le chef de la diplomatie française aura des entretiens avec son homologue sénégalais et avec le président Macky Sall. Au cours de ces rencontres, il fera le point sur les relations très denses entre le Sénégal et la France. L'un des temps forts de cette visite de Jean-Marc Ayrault sera sa participation aux côtés du chef de l'État à la cérémonie de la journée des forces armées. À cette occasion, le ministre français des Affaires étrangères rendra hommage aux tirailleurs sénégalais et visitera le cimetière de Thiaroye. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. À la surprise générale, le candidat républicain a nettement devancé la démocrate Hillary Clinton. Le riche homme d'affaires américain qui est rentré dans la politique à la fin des années 80, le parcours du 45e locataire de la Maison-Blanche avec Ramatadem. Donald Trump, ou Donald John Trump, de son vrai nom, est né un vendredi 14 juin 1946 à New York. Ses parents l'inscrivent dans une académie militaire afin de canaliser son énergie d'adolescent, puis il s'inscrit à sa sortie en cursus économie et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie. Il rejoint ainsi l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier et devient ainsi un riche, même très riche homme d'affaires américain. Engagé en politique depuis les années 80, il devient de façon inattendue le candidat du Parti républicain à l'issue des primaires de 2016. Marqué par de nombreuses polémiques, sa campagne se caractérise par des propositions radicales visant à réduire l'immigration, un positionnement isolationniste et protectionniste et une opposition à l'establishment et au politiquement correct. Elle se distingue également par un faible coût et une absence de recours à des sponsors. Éloigné du profil des candidats du Parti républicain, il constitue un cas singulier dans l'histoire politique américaine. Son slogan « Rendons sa grandeur à l'Amérique », utilisé jadis par Ronald Reagan. Dès le début de sa campagne, il revendique un discours politiquement incorrect, notamment sur l'immigration. Il soulève une polémique en accusant le gouvernement mexicain d'envoyer des criminels aux États-Unis et se voir reprocher des déclarations jugées sexistes. Donald Trump, ou Donald John Trump, insiste sur les 18 000 milliards de dollars de dettes des États-Unis qui souffrent des gouvernants qui ne comprennent pas, moralement corrompus et qui bradent ce pays au point de l'anéantir. Ce sont ses propos. Il estime d'ailleurs que le rêve américain est mort. Donald Trump a déjoué tous les pronostics. Les sondages lui avaient pourtant été défavorables. Il a donc créé la surprise en annonçant plusieurs mesures. Il a annoncé plusieurs mesures, notamment la lutte contre l'immigration. C'est dans l'UFAL. I've just received a call from Secretary Clinton. Qui l'aurait parié en début de campagne? Les sondages lui étaient pourtant défavorables. Donald Trump élu 45e président des États-Unis. À 70 ans, il a déjoué tous les pronostics. L'homme d'affaires, milliardaire, devenu président, va s'atteler à réunir tous les Américains. Comme il l'a souligné dans son premier discours, « Je suis le président de tous les Américains ». Je considère en fait que l'élection de Donald Trump est le résultat, je veux dire, d'une mauvaise campagne, disons, de Hillary Clinton. Et également aussi de l'affaire des emails, qui, quoi qu'on dise, également aussi a amené certains à croire qu'en fait que Mme Clinton n'est pas malheureusement, en fait, disons, la bonne candidate. Et je dois également ajouter à cela un aspect dont on parle très souvent, dont on ne parle pas beaucoup, c'est que les États-Unis sont un pays profondément conservateur. Et c'est un pays en réalité où les gens ont du mal à admettre l'idée qu'une femme peut présider au destin de la nation. C'est un des éléments, à mon avis, également qu'il faudrait également intégrer. Et évidemment aussi intégrer aussi les déçus de Barack Obama. Donald Trump a toujours clamé que les sondages étaient bidons. Il n'avait pas tout à fait tort. Mais les sondages constituent simplement une photographie de l'opinion à un moment précis. En réalité, les sondages ne sont pas suffisamment, je veux dire, éloquents. Ne peuvent pas nous permettre de dire effectivement, de déterminer avec beaucoup de certitude l'issue de l'élection. Trump a obtenu le soutien inattendu des Latinos. 60% des Blancs ont voté pour lui. Le soutien de l'électorat noir à la candidate démocrate Hillary Clinton était moins assuré. D'ores et déjà, Trump a annoncé plusieurs mesures, notamment la lutte contre l'immigration. Donald Trump a promis beaucoup de choses au cours de la campagne électorale. Incontestablement, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire.
évidemment, la réalité du pouvoir, la réalité de l'exercice du pouvoir, eh bien, l'amènera à concevoir les choses autrement. Et les conseillers, certainement, ne lui laisseront pas le soin, à mon sens, de remettre en cause tous les acquis des États-Unis. Évidemment, on peut penser, bien sûr, maintenant à des négociations nouvelles, de manière à revoir les accords. Mais quant à maintenant s'isoler complètement du reste du monde, je ne pense pas que cela puisse se faire. Donald Trump va attendre son investiture en janvier prochain pour prendre officiellement ses fonctions. Donald Trump a obtenu la confiance de 279 grands électeurs contre 228 pour Hillary Clinton, qui à cette dernière, donc, le nouveau président des États-Unis a rendu hommage pour service rendu à l'Amérique. Donald Trump, dans sa première déclaration, a indiqué que l'Amérique aura des relations équitables avec toutes les nations. Il a aussi promis aux Américains de doubler le taux de croissance. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, il faut penser les plaies de la division de notre pays. Démocrates, républicains, centristes, indépendants de notre pays. Il est temps que nous nous retrouvions en tant que peuple, un peuple américain uni. Il est temps de le faire. Et je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. En travaillant ensemble, nous nous lancerons dans la tâche urgente. La tâche urgente qui consiste à reconstruire notre pays, à renouveler le rêve américain. Nous allons renouveler notre pays, disais-je, en utilisant tout le potentiel du peuple américain, des ressources humaines magnifiques qui existent dans notre pays, en utilisant le talent de chacun d'entre nous. Nous avons un programme économique extraordinaire. Nous allons doubler notre taux de croissance et nous aurons la plus forte économie au monde. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations, une fois de plus. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et commercerons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Je vous propose à présent de voir comment les autres chefs d'État du monde ont réagi à cette élection de Donald Trump, Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et tant d'autres. Hillary Clinton, ça arrive là aussi féliciter Donald Trump. Anaïs Nyanyamane. J'ai eu la chance de parler au président élu Donald Trump hier dans la nuit vers 3 h du matin pour le féliciter de sa victoire et je l'ai invité à la Maison-Blanche pour discuter et faire en sorte que la transition présidentielle soit réussie. Ce n'est un secret pour personne, le président élu et moi avons des différences importantes. Mais j'ai demandé à mon équipe de suivre ce qu'a fait le président Bush il y a 8 ans, en travaillant aussi durement que nous pourrons, pour faire en sorte que ce soit une transition réussie pour le président élu. Je félicite Donald Trump. Il va être notre président. Nous devons garder l'esprit ouvert et lui laisser une chance de diriger. Notre démocratie constitutionnelle requiert notre participation. Donc faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer les causes, les valeurs qui nous sont chères. J'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. C'était donc la présidente du patronat marocain qui parlait donc de ces 9 recommandations sorties des travaux du groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc. Des conventions de partenariat et des protocoles d'accord ont été signés. Elles concernent la promotion touristique, le partage de bonnes pratiques et des solutions logistiques qui permettraient au Sénégal d'aller sur les marchés africains et européens. Un centre de compétences numériques a aussi fait l'objet d'une convention de partenariat. Aboubakry Kane. Un bilan d'étape de la coopération économique, une feuille de route et des investissements croisés. 3 conventions de partenariat et un protocole d'accord viennent ainsi renforcer le dynamisme des relations entre le Maroc et le Sénégal.
La première convention est relative aux actions communes de promotion et de développement touristique entre l'Office national marocain du tourisme et l'Agence sénégalaise de promotion touristique. La signature de cette convention nous permet donc de développer nos flux touristiques, de faire connaître davantage la destination, de faire connaître davantage également les différents produits touristiques que nous avons. Nous allons participer vice-versa donc à tous les événements qui seront organisés dans le domaine du tourisme et de la culture. Un partenariat est aussi en vue pour la création d'un salon tournant de l'économie sociale et solidaire et de l'artisanat. Ici, il est question d'un partage des bonnes pratiques de l'Initiative nationale de développement humain et le PUDC. Cette convention a en fait une multiple dimension, dont l'organisation d'un forum qui intégrerait un salon tournant entre nos deux pays pour promouvoir toute la production de biens et services issus de ce secteur dynamique qui est l'économie sociale et solidaire. Ce secteur a l'avantage d'être un secteur d'inclusion économique et sociale où les populations mettent énormément d'énergie et ont besoin d'un petit coup de pouce pour que leur effort, leur travail soit visible et mieux mis en marché et connu du grand public. Ce salon comportera également une dimension institutionnelle et une dimension scientifique sur tous les besoins d'accompagnement en matière de financement, de formation, sur les technologies de l'information et de la communication qu'on peut utiliser pour donner encore une visibilité mondiale à tous les produits de ce secteur. La troisième convention est relative à un partenariat pour la création au Sénégal d'un centre de compétences numériques. Le groupe logistique marocain La Voie Express et la société sénégalaise Texte Courrier s'engagent également à créer une joint venture. Ensemble, nous avons signé une convention de joint venture pour exploiter, pour redynamiser le partenariat entre le Maroc et le Sénégal à partir du hub que nous allons installé à Dakar pour l'Afrique, à partir de Dakar pour s'ouvrir vers l'Afrique de l'Ouest. Nous estimons qu'aujourd'hui les entreprises africaines, je dis bien africaines, pas uniquement sénégalaises, au niveau africain, ont besoin d'une meilleure compétitivité, donc il faut accélérer les flux de marchandises, donc avoir des livraisons beaucoup plus rapides, en J+1 c'est le lendemain, faire du stockage de marchandises dans un entrepôt logistique, offrir des solutions logistiques. Le forage. Dans ce foyer d'enseignement coranique, les représentants des populations, chefs de village, imams et autres notabilités coutumières ont tenu à manifester devant les responsables du PUDC toute leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Ces porte-paroles des villageois ont été d'autant plus satisfaits lorsqu'ils ont appris que leur ouvrage avait été conçu pour être plus tard redimensionné et alimenter d'autres villages environnants comme ils l'avaient souhaité dans leur doléance. En effet, dans sa démarche en matière d'hydraulique, le programme d'urgence de développement communautaire a mis en place un système d'alimentation qui ravitaille plusieurs villages à la fois, dont certains sont même à une quinzaine de kilomètres du site du château d'eau. Un système d'alimentation en eau multivillages. Donc, c'est un forage qu'on réalise. On réalise le forage, on l'équipe, il alimente un château d'eau et ce château d'eau alimente une multitude de villages selon un rayon hydraulique possible. Je donne un exemple très simple. On a eu à visiter un système dans le Kaffrine. Donc on a vu que sur un rayon de 15 km, on parvenait à alimenter les villages. Donc un système multivillage, donc c'est une infrastructure hydraulique composée d'un forage, d'un château d'eau et d'ouvrages de distribution, avec en bout de réseau, soit des bornes fontaines ou bien des abreuvoirs. Des bornes fontaines pour les populations, des abreuvoirs pour le bétail. Pire Ndawen est une localité qui bénéficie de ce système d'alimentation en eau multivillage. Pour naan man dama dem ba mujj gi benn bidon ndox la ala ñaani tay ko bu ñu reeree ma tay ko sama peggalal bi sama xale yëpp ku reer ñëw naan billaay wallaay tallaay ku reer ñëw naan comme ndoxam sam-sam taaj bidon bi sama peggal duñ ko yàq waaw ku reer ñëw naan dem waaw sangu moom xalaatuñ ko
waaw sama kër seen naa fi semaine boo xam ne am na bés boo xam ne toog nañ ba xaaj guddi mënuñoo reer amul luñ siimee billaay wallaay tallaay. Sur l'hydraulique rurale, où quand même il faut le dire, nous sommes beaucoup plus avancés parce que nous avions des études détaillées avant de commencer le programme. Aujourd'hui, nous sommes à plus que la moitié de l'objectif. La plupart de ces ouvrages sont déjà fonctionnels. Nous avons déjà mis en service une bonne partie de ces ouvrages hydrauliques en relation avec l'Office des forages hydro qui est chargé de gérer le patrimoine. Enfin, signalons que le programme hydraulique du PUDC couvre pour l'instant les régions de Matam, Louga, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda et Kédougou, où l'urgence des besoins se faisait le plus sentir. Voilà, reportage sur les réalisations du PUDC signé Amadou Mbaïloum qui va nous revenir demain pour un nouveau jet. Le maire de la commune de Kerbaka dans la région de Kaolack a distribué un lot d'équipements d'allègement des travaux des femmes dans le cadre du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. L'objectif est de soulager les femmes rurales. Les récipiendaires ont exprimé leur entière satisfaction. Claire Diop. Cérémonie de réception de 11 équipements d'allègement des travaux des femmes à Kerbaka, à quelques kilomètres de Kaolack. La commune polarise 60 villages avec 2 hameaux pour une population estimée à plus... Les Sénégalais à aller plus loin dans les échanges et projets de partenariat. La présidente du patronat marocain décline ici ses recommandations. Aboubakar Kane. Le groupe a élaboré un ensemble de recommandations que nous soumettons à votre bienveillante appréciation. Nous avons à cœur de faire de la coopération économique le moteur d'une croissance partagée, inclusive, mais également le socle de l'émergence d'une économie sociale soutenue par les entreprises. Des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d'emplois locaux, mais également socialement responsables. Majesté, Excellence, permettez-moi de vous exposer ces recommandations. Premièrement, améliorer la gouvernance du GIE. Nous visons une plus grande efficacité à travers la reconfiguration des groupes de travail, la création d'une cellule d'intelligence économique et une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés. Deuxièmement, mettre en place une bourse du transport et de la logistique. Elle permettra d'informer sur les offres de capacité en camions et conteneurs, optimiser les retours à vide et par conséquent augmenter les flux tout en réduisant les coûts de transport. Troisièmement, faire converger les normes. Pour faciliter les échanges, nous proposons de travailler sur l'harmonisation des normes sanitaires, la levée des obstacles techniques au commerce, les OTC, et la labellisation réciproque de nos laboratoires. Quatrièmement, structurer le développement des flux touristiques. Et nous proposons en ce sens l'ouverture de bureaux de représentation réciproque des structures de promotion du tourisme, la création d'une synergie à travers des packages touristiques englobant les 2 pays. Cinquièmement, activer la réciprocité des flux d'investissement en mettant en place des outils d'information pour favoriser les investissements privés du Sénégal vers le Maroc. Identifier les domaines pouvant donner lieu à des joint ventures, mais également à des partenariats croisés. Sixièmement, développer le capital humain local. Il s'agit de renforcer et systématiser le recours à l'expertise et aux ressources humaines locales pour accompagner le développement de bureaux d'études et d'assistance technique dans leur internationalisation. Septièmement, instaurer un cadre favorisant le développement de l'économie sociale. Nous proposons l'organisation d'un salon annuel qui permettrait l'échange et le partage des best practices en matière d'économie sociale et solidaire et d'artisanat, et en particulier d'activités génératrices de revenus et d'emplois. L'initiative nationale de développement humain, l'INDH, et le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, constitueraient les premiers domaines de ces échanges. Huitièmement, améliorer l'accès à l'information financière. Nous estimons que l'acquisition d'actifs financiers par des particuliers sur les 2 marchés de capitaux viendrait soutenir l'investissement industriel. Un cadre d'échange entre établissements financiers devra être mis en place. Enfin, la dernière recommandation du GIE est un appel. Un appel à œuvrer pour la signature d'un accord commercial Maroc-CEDEAO.
Nos deux pays, hubs économiques régionaux, devraient unir leurs efforts et faire un lobbying commun pour la mise en œuvre de cet accord qui nous permettrait d'élargir les perspectives de co-investissement maroco-sénégalais. Aux entreprises sénégalaises pour améliorer leurs coûts logistiques et en fait améliorer leur productivité. Aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal est une excellente et une formidable plateforme et un hub pour aller vers la sous-région et d'autres pays d'Afrique. Ces différentes conventions entrent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques déclinées par les autorités des deux pays. Elles témoignent de leur volonté d'approfondir davantage leurs relations économiques. Je vous l'annonçais dans les titres, l'eau coule à flot maintenant dans plusieurs localités de l'intérieur du pays qui n'en avaient pas assez ou pas du tout. Grâce au PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, 88 nouveaux forages sont déjà réceptionnés et 68 châteaux d'eau ont été finalisés. C'est un reportage de Amadou Mbaylou. Quand l'eau jaillit de cette manière, avec toute la force qu'on lui connaît, elle ne peut qu'inonder de satisfaction le cœur de ceux qui en bénéficient. Par contre, pour ceux qui en manquent, cela ressemble simplement à du gaspillage. Pourtant, de l'avis des spécialistes en la matière, cette manière de procéder, de laisser cette eau se déverser inutilement, pourrait-on dire, est une action inévitable quand on veut mettre en service un nouveau forage. Cela pour éviter des désagréments qui pourraient plus tard survenir dans l'alimentation en eau des populations. C'est une réflexion qu'on nous fait souvent. Pourquoi, surtout dans des zones où le problème de l'eau se pose en termes de rareté, en fait, ce que vous voyez là, cette eau qui coule, c'est des tests qu'on est en train de faire. Parce que quand on dit qu'on réceptionne le forage, on procède à des tests qui permettent d'abord de fixer le débit, d'une part, mais aussi pour voir comment est-ce que la nappe se comporte, quelles sont les caractéristiques de cette nappe. Donc cette eau qu'on est en train de pomper, c'est un pompage de 12 heures de temps qu'on doit faire pour voir comment est-ce que la nappe se comporte de manière générale. Donc ce n'est pas du gâchis. Pour les populations, pour le profane, comme vous dites, ça peut être un gâchis, mais pour nous autres techniciens, ça rentre dans le cadre normal des choses. C'est comme ça que nous pouvons tester le forage que nous avons réalisé. La scène se passe à Ngalba 1 dans la région de Louga. La réalisation du forage et la concrétisation d'une promesse faite par le président de la République au calife de Mbacké Kadior, une localité qui bénéficie déjà d'un forage, mais dont l'eau est de plus en plus salée et saumâtre. Le dignitaire mouride, ayant appris que dans le secteur de Ngalba 1, on pouvait accéder à de l'eau douce, avait alors demandé au président Macky Sall de lui faire cette réalisation pour alimenter Mbacké Kadior et d'autres villages voisins en eau potable. C'est ce qui explique du reste la présence massive des habitants du village aux côtés du maire de Mbacké Kadior pour manifester leur reconnaissance au chef de l'État et au programme d'urgence pour le développement communautaire. En fait, le PUDC a été mis en œuvre, il faut le rappeler, dans le but de satisfaire la demande sociale croissante afin de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base. C'est ainsi qu'en matière d'hydraulique, sur l'étendue du territoire national, le bilan du PUDC est de 157 forages et 70 châteaux d'eau. Un bilan qui a fait dire au chef de l'État que le Sénégal n'a jamais travaillé à ce rythme. À Fass, Kër El Hadj Katim, dans la région de Kaolack, village fondé en 1955. Les villageois ont tourné définitivement la page du puits qui leur servait principalement de source d'approvisionnement en eau, car depuis le 13 août 2016, ils ont étrenné. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur la RTS. Voici les titres du 20h. 88 nouveaux forages, 68 châteaux d'eau finalisés. L'eau coule à flot dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Il y en avait peu ou pas du tout et c'est grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Dans la rubrique et la série santé, nous parlons ce soir des problèmes bucco-dentaires chez les élèves, des badianougors et dispensateurs de soins à domicile, mais aussi des rendez-vous médicaux. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle devant Hillary Clinton. Dans ce journal, des réactions chez nous et celles des réactions aussi des dirigeants du monde. Et puis nous aurons comme invité le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Sosefal, directeur régional de l'OMS pour la sécurité sanitaire et les situations d'urgence pour l'Afrique. Avec lui, nous allons parler de la rencontre sous-régionale qui se tient depuis hier à Dakar sur le concept One Health, une seule santé. Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, mais avant tout, nous parlons donc de la restitution cet après-midi à Diamniadio des travaux du groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal. Une rencontre qui s'est tenue en présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président Macky Sall. Les secteurs privés des deux pays se sont engagés pour une responsabilité conjointe dans la nouvelle dynamique de coopération déclinée par les autorités Aboubakry Kane. Le Centre international de conférence Abdou Diouf abrite le dernier acte de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Dakar. Une rencontre qui consacre la restitution des travaux du groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal. Les échanges entre les secteurs privés des deux pays ont ainsi fait l'objet d'un compte rendu devant Sa Majesté et son Excellence. Des travaux qui ont abouti à d'importants projets communs pour des investissements croisés. Vous nous avez invités à nous unir davantage et à établir durablement un partenariat d'affaires gagnant-gagnant. Nous vous confirmons que nous sommes engagés à bâtir cette convergence d'intérêts indispensable entre privés sénégalais et privés marocains. Les autorités des deux pays ont toujours invité les secteurs privés à plus d'engagement et de responsabilités conjointes dans le développement socio-économique de leur peuple. Les secteurs privés marocains et sénégalais souhaitent ainsi aller plus loin et plus vite. Cet esprit de jeter des ponts économiques communs est plus que jamais vivace. Nous avons à cœur de faire de la coopération économique le moteur d'une croissance partagée, inclusive, mais également le socle de l'émergence d'une économie sociale, soutenue par les entreprises. Des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d'emplois locaux, mais également socialement responsables. La qualité des relations entre le Sénégal et le Maroc est déjà exceptionnelle. Il s'agit à travers le GIE de promouvoir une nouvelle dynamique de coopération économique et des partenariats d'affaires entre les secteurs privés. Une solidarité agissante et une complémentarité pour impulser un développement à la base. 9 recommandations sont sorties des travaux de ce groupe d'impulsion économique. Le rapport souligne une volonté des secteurs privés marocains